Alexander von Humboldt, naturaliste, géographe, explorateur, né en 1769, contemporain de Napoléon Bonaparte, est une figure du siècle des Lumières. C'est un Allemand, mais qui a de grandes relations avec la France, puisqu'il a été nommé membre de l'Académie des sciences, et il a également dirigé la Société de géographie à Paris. Il manque la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte, qui est parti avec plus de 160 savants explorer et faire la conquête de l'Égypte. Et en contrepartie, en 1799, avec son ami Aimé Bonpland, il rejoint l'Amérique du Sud pour une expédition qui va durer 5 ans au total. Ici, sur ce tableau, postérieur de retour, fait de retour de l'expédition, on le voit donc avec Aimé Bonpland posant dans l'Amazonie, avec tout le matériel des explorateurs, la récolte également de plantes faites sur place, et on observe également du matériel astronomique pour pouvoir se repérer. Alors, arrivé en 1802, Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland, ils arrivent enfin, après avoir franchi les Andes, gravi des volcans, ils arrivent sur les côtes du Pérou, ici au bord de l'océan Pacifique. Ils sortent tout de suite ces instruments, notamment un thermomètre, pour prendre les mesures de température, les températures de l'eau. Et là, surprise, ils constatent en effet que l'eau, pour ces latitudes-là, est très froide. 8 à 10 degrés à peu près inférieur à ce que devraient être ces eaux pour une latitude identique. Il attribue ses origines à un courant antarctique qui viendrait donc de l'Antarctique et qui baignerait toutes les côtes et qui rafraîchirait toute cette partie de l'Amérique du Sud. Depuis, ce courant porte son nom, on l'appelle le courant de Humboldt, comme c'est marqué ici, ou le courant du Pérou. Mais le plus intéressant pour notre histoire n'est pas vraiment là. Humboldt a aussi une mission astronomique à effectuer et il se rend sur le port de Callao, tout près de Lima, au Pérou, et sur la tour principale du fort de Callao, il pose donc ses instruments d'observation pour le passage de Mercure devant le Soleil. Et durant les quelques jours qu'il passe sur le fort de Callao, il a le temps d'observer au large le balai de barge, qui rapporte un matériau assez inconnu pour l'époque, du moins inconnu de Humboldt, que les Indiens appellent le guano. En fait, le guano, c'est notre fameux guano, le guano dont je vais vous parler aujourd'hui. Et le guano, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement du caca d'oiseau. Guano, en quechua, ça veut dire excrément. Alors, il sent l'odeur à des milles, une odeur très forte en ammoniac qui l'incommode fortement, mais il décide tout de même d'en ramener quelques bouteilles en France à l'issue de son voyage. Ainsi, en 1804, de retour en France, il donne ces bouteilles à 2 chimistes qui s'appellent Fourcroy et Vauquelin, qui font l'analyse du guano, et là, surprise, ce guano contient un taux d'azote remarquable, assez inouï, entre 11 et 17% d'azote. Si on l'utilisait comme ça sur les plantes, cet azote-là, il est tellement puissant qu'il brûlerait les plantes tout simplement. Donc à partir de 1804, grâce aux travaux de Fourcroy et Vauquelin, et grâce au rôle de Humboldt, le guano devient un produit mondialement connu. Mais à cette époque-là, les conditions d'une exploitation massive ne sont pas encore réunies. C'est ce que je vais vous montrer dans cette histoire aujourd'hui consacrée donc au guano. C'est le 2e épisode de notre cycle consacré à l'ouverture au commerce international du monde pacifique. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment le guano a nourri le monde au 19e siècle. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Égoutté l'histoire, où nous verrons comment ce guano a été un dopant pour les produits agricoles au 19e siècle, mais aussi pour les principales mutations dans le monde à cette époque-là. Au menu, les repères, tout simplement. On va voir à quelle époque tout cela se situe, et puis également en carte, on va voir quels sont les espaces qui sont concernés par cette exploitation du guano. Dans le chapitre en scène, 2 histoires assez terribles sur lesquelles on va se concentrer. La première, c'est l'enfer des îles Chincha. Les îles Chincha, c'est l'endroit où est produit le plus de guano au monde, au large du Pérou. Et la deuxième histoire terrible, c'est celle des négriers qui ont écumé la Polynésie française à l'époque pour apporter des travailleurs dans ces fameuses îles. Dans la partie focus, on va s'intéresser à l'expansion américaine dans le Pacifique qui, le savez-vous, est due à la quête du guano. Enfin, dans la pasta box, on va essayer de faire émerger
tout ce qui est important de cette histoire, on va égoutter ces histoires racontées pour montrer quelle était l'importance, quelle a été finalement l'importance du guano pour l'histoire de l'humanité. Le caca d'oiseau, finalement, ce n'est pas que de vilaines traces sur la carrosserie de votre voiture. Alors on commence par les dates importantes de l'histoire du guano. Donc on a vu un bol qui rapporte le guano du Pérou en 1802, il le découvre en 1802, il le rapporte en 1804. Alors cette histoire, elle s'étale sur tout le 19e siècle, et il faut attendre du temps avant 1851 et l'exploitation intensive du guano des Chincha. Qu'est-ce qu'il a fallu attendre pour autant? D'une part, l'indépendance du Pérou. Il faut savoir que l'Amérique du Sud est en conditions révolutionnaires à cette époque-là, et elle prend son indépendance par rapport à l'Espagne, donc il faut une stabilité politique s'installe d'abord avant que les grands flux commerciaux puissent s'établir. Et deuxièmement, il va falloir aussi l'apport de nombreux chimistes pour montrer l'importance que peut avoir le guano pour l'agriculture. C'est notamment le rôle que jouera Liebig, un Allemand, en 1840, qui par ses écrits montre que c'est un produit assez extraordinaire pour l'agriculture. Par ailleurs, là, dans une deuxième partie, on va voir également que la course au guano a amené à des conflits assez importants entre les différents États. Donc on va parler bien sûr du Guano Act, qui va permettre aux États-Unis de faire la conquête de plusieurs îles à guano. On va voir également qu'il y a eu des guerres pour la maîtrise des îles à guano, les îles Chincha, notamment en 1964-66 avec l'Espagne. Et notre histoire se terminera dans les années 70-80 avec le déclin progressif d'une ressource qui a été complètement surexploitée. À la fin de la période, comme le guano devient rare, on se tourne vers de nouveaux éléments comme le nitrate, le phosphate notamment, et on a de nouvelles guerres qui se passent dans la région entre le Pérou, la Bolivie notamment. Alors en carte, voici ce que ça donne. Alors j'ai extrait cette carte d'un livre assez récent qui s'appelle Le guano et l'ouverture du monde pacifique, de l'historien américain Gregory Cushman. C'est une carte en anglais, le livre est en anglais également, mais cette carte elle est vraiment très intéressante parce qu'elle nous montre tous les lieux de la planète, toutes les régions productrices, alors pas seulement de guano, mais aussi de potassium, de nitrate, qui ont été exploités. Et on remarque tout de suite l'importance vraiment de la région pacifique. On a de nombreux centres d'exploitation ici dans le Pacifique, à commencer bien sûr par notre guano du Pérou qui est ici. Alors j'ai colorié, vous le voyez ici, les principales zones d'extraction du guano. Il y en a assez peu dans le monde parce qu'il faut remplir un certain nombre de conditions pour avoir des couches épaisses de guano. La plus importante, bien sûr, est celle du Pérou. On en retrouve dans le golfe de Californie. On en retrouve également ici sur la côte de Namibie en Afrique du Sud et puis dans quelques archipels du Pacifique. Le deuxième élément que j'ai colorié ici également, c'est avec ces petites plantes en rose, c'est les principaux lieux de transformation et de consommation du guano dans le monde, à commencer bien sûr par les États-Unis et puis l'Europe. Mais on a aussi des centres secondaires, alors bien sûr le Pérou qui l'utilise traditionnellement depuis très longtemps, la Patagonie, on a ici les Mascareignes ou les Caraïbes, c'est-à-dire toutes les îles à sucre qui vont utiliser le guano à cette époque-là. Enfin, dernier élément que j'ai mis en valeur sur cette carte, ce sont les conflits liés à l'usage du guano. Donc ici, la guerre de 64-66 entre l'Espagne sur les îles Chincha. Et le deuxième conflit local, c'est la guerre des nitrates dans le désert d'Atacama. Entre trois pays, c'est-à-dire le Pérou, la Bolivie et le Chili. Alors c'est le Chili qui remporte la guerre et qui va exploiter massivement les nitrates de l'Atacama. Et pour l'histoire, la Bolivie va perdre à cette époque-là la seule région littorale qu'elle avait, qui explique encore qu'aujourd'hui la Bolivie est un pays enclavé. Un élément important également, c'est que la transformation du guano, comme je vous l'ai dit, il pouvait brûler directement les plantes, il a besoin d'être transformé avant d'être utilisé sur les champs, se fait sur des usines qui se développent au 19e siècle. Alors ici, on a une usine très intéressante qui est à Berkeley, dans la baie de San Francisco. Et on aperçoit ici différents bâtiments. Alors déjà le nom de la compagnie, The Pacific Guano and Fertilizers Company. On voit ici les bâtiments de stockage et de transformation du guano. Au fond, vous avez
la baie avec différents navires qui vont assurer le transport du guano du Pacifique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, là vous avez un laboratoire, donc certainement pour faire des recherches. Et puis, vous avez les trains ici qui sont chargés directement à l'intérieur du navire, dans ces longs bâtiments ici de stockage, et qui vont transporter donc les sacs de guano directement ici par voie ferrée pour pouvoir inonder ainsi tous les États-Unis. Cette affiche de la Pacific Company, alors la compagnie a été créée en 1855, directement avec 10 millions de dollars pour tout de suite devenir, on va dire, une grosse entreprise. Cette affiche de la fin du siècle, eh bien, elle est assez intéressante à étudier parce qu'elle montre d'une part l'origine aviaire du guano, ici on le voit, la production d'engrais par sac, qui est une vraie nouveauté à l'époque, et puis aussi toute la palette d'usages que peut avoir le guano, puisqu'on peut l'utiliser pour les céréales, pour le maïs, pour les fruits, les légumes, pour les pommes de terre, pour le tabac, pour l'herbe grasse, tout simplement, qui va aussi servir à nourrir le bétail. Le guano est devenu vraiment une marque une marque productiviste, on va dire, qui va servir à améliorer les récoltes. On prétend à l'époque que le guano triple les rendements agricoles, même si, encore une fois, à la fin du siècle, d'autres produits ont déjà remplacé le guano. Les entreprises gardent toujours cette marque-là comme une garantie de faire de bonnes ventes. Première histoire que je vais vous raconter dans cette rubrique en scène, c'est l'enfer des îles Chincha. Alors, les îles Chincha, qu'est-ce que c'est? C'est un petit groupe de 3 îles, pas très grandes. Elles sont situées à 21 km des côtes péruviennes, au large de la ville de Pisco. Elles sont arrosées, baignées par les eaux froides du courant de Humboldt, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sont 8 à 10 degrés inférieures à ce que devraient être les eaux à ces latitudes-là. Du coup, dans ces eaux-là, vous avez énormément de plancton. Et qui dit énormément de plancton, dit également une vaste chaîne alimentaire qui va lui être dédiée. Vous avez des bancs de poissons qui sont très importants, les baleines, dont on a parlé dans le premier épisode, qui sont très nombreuses également à cet endroit-là, et puis bien sûr tous les prédateurs de ces oiseaux-là, de ces bancs de poissons-là, ce sont bien sûr les oiseaux marins. Alors, il y a tout, il y a des cormorans, des mouettes, des fous de bassin, vous avez toute une gamme d'oiseaux qui nichent, notamment dans les falaises ici des 3 îles Chincha, et qui vont produire donc notre fameux guano. Alors, les 3 îles ne sont pas très grandes, comme je disais. L'île principale ici, c'est l'île du Nord. Elle fait 1,3 km de long pour 500 mètres de large seulement. Alors, qu'est-ce qui fait que à cet endroit-là du monde, vous avez des couches de guano qui atteignent jusqu'à 40 mètres. Alors, il y a plusieurs conditions qui sont à réunir. On l'a dit, la présence massive d'oiseaux, mais ça ne suffit pas. Des oiseaux massivement, il y a ça ailleurs sur Terre. Mais vous avez aussi un sol granitique ici, qui est imperméable, ce qui fait que les couches vont pouvoir s'accumuler. Vous avez aussi des conditions climatiques très favorables, c'est-à-dire qu'il pleut très peu dans cette région du monde, ce qui fait que ça va éviter complètement le lessivage du caca d'oiseau tout simplement sur ces roches. Elles vont pouvoir donc s'accumuler et sécher. Enfin, il n'y a pas vraiment de pente non plus, donc ça aussi ça limite le lessivage. Les couches vont pouvoir se constituer. Ici vous avez la grande montagne, telle qu'on l'appelait, la grande montagne de guano au milieu, qui atteint 40 mètres d'altitude. Bref, tout ça, ça fait des couches de guano encore plus imperméables qu'une couche pamperse, et donc elle va être exploitée. Ici, cette carte, au 19e siècle, cette carte, elle date de 1865, elle est exploitée massivement déjà à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur cette île du Nord? On voit qu'elle est déjà aménagée pour l'exploitation du guano. Donc, au milieu, la grande montagne. Ici, vous avez la voie ferrée, une voie ferrée qui va amener ici à des rampes qui vont permettre de charger des barques. Vous allez voir les photos tout à l'heure. La Casa del Governor, c'est-à-dire la maison du gouverneur qui est ici. Vous avez quelques petits villages aussi qui sont indiqués, Pueblo, Casas, et également ici dans cette partie-là de l'île. Et enfin, vous avez une rampe qui a été construite au 19e siècle pour faciliter le chargement des bateaux. On va regarder ça désormais en photo et en images. Alors, les îles Chincha, c'est assez bien documenté. On trouve pas mal d'images de l'époque, notamment dans la presse. Mais la chose la plus extraordinaire que j'ai découverte en faisant ces recherches, c'est les images d'un photographe américain
en 1865, qui s'est rendu sur place et qui a pris ces clichés-là. Les images qu'on trouve dans la presse sont beaucoup plus pédagogiques, comme on peut le voir ici avec donc cet extrait de 1863 paru dans la presse allemande. Donc on voit ici les falaises de guano qui sont exploitées avec un wagon de chemin de fer, le fameux quai dont je vous ai parlé tout à l'heure, les milliers de bateaux, les centaines de bateaux qui peuvent attendre au large pour le chargement. Il faut voir que tous ces navires empruntent la route du Cap Horn, et comme les baleiniers à l'époque, c'est une route maritime extrêmement fréquentée au XIXe siècle. Et plus bas, vous avez ici les fameuses rampes dont je vous ai parlé pour charger les canaux. Vous voyez que c'est un exercice assez périlleux et même dangereux pour les travailleurs. Et ici, plus haut, les travailleurs qui s'occupent d'un wagon de chemin de fer. Alors maintenant, on va aller s'intéresser un peu plus aux gens qui y travaillent à travers les photographies de Gärtner, Alexander Gärtner, qui a pris ces photographies en 1805. On va les explorer un peu plus dorénavant. Alors ici, vous avez la grande montagne de guano, donc, qui atteint les 40 mètres, et cette grande montagne était réputée contenir 2 millions de tonnes de guano à elle seule. Donc c'était la montagne la plus importante. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est aussi au premier plan, vous avez des taudis. Alors ces taudis, c'est tout simplement les logements des ouvriers qui étaient recrutés à cette époque-là pour un travail difficile, dangereux et souvent mortel. Et la plupart de ces ouvriers étaient des ouvriers chinois. Sur cette deuxième image, vous voyez le seul hôtel de l'île du Nord, toujours. Alors je vous parlerai plus tard d'un personnage important qui s'appelle Riley, qui témoignera au procès de Papeete. On peut supposer que Riley a travaillé dans cet hôtel en tant que cuisinier, autour encore des logements des ouvriers. Troisième image ici, ces ouvriers sans doute chinois qui exploitent le guano et qui le chargent dans les wagonnets. Alors il faut savoir que sur 40 ans, de 1840 à 1879, ce sont plus de 12 millions de tonnes de guano qui ont été extraites des îles Chincha. Cette troisième image, elle est trompeuse. On voit les ouvriers qui sont ici à la messe. On a l'impression que c'est une image qui fait preuve de civilisation, on va dire, avec l'apport de la religion. Mais vous voyez bien autour que tous les ouvriers sont bien entourés par des gardes autour de baraquements. Les conditions de vie décrites dans les îles Chincha étaient particulièrement horribles et mortifères. Les suicides des ouvriers chinois étaient courants. Ils se jetaient notamment du haut des falaises, et parfois le travail faisait qu'on ne ramassait pas les corps, ou s'ils étaient enterrés dans le cimetière, ils étaient enterrés sur des couches de guano qui parfois étaient exploitées plus tard, donc il fallait rebouger les corps, les redéterrer ou les mettre ailleurs. Au pic de l'exploitation des îles Chincha, dans les années 1860, on estime qu'il y avait environ 3000 personnes à travailler et vivre sur ces îles. Au final, c'est un véritable Far West, ces îles Chincha, où vous avez crime, meurtre, prédation extrême. Bien sûr, les victimes, c'est les ouvriers, mais c'est aussi les oiseaux. Les oiseaux vont être exterminés complètement. Et donc, l'exploitation intensive du guano des îles Chincha va mener assez rapidement à sa propre extinction, puisque la ressource va être tarie très très rapidement. Alors pourquoi c'est des ouvriers Chincha qui travaillent, des ouvriers chinois qui travaillent dans les îles Chincha? C'est que le Pérou s'est considérablement enrichi grâce à ce commerce-là. Pas seulement le Pérou, aussi des entrepreneurs français, américains, anglais. Le Pérou en a profité pour abolir l'esclavage en 1854, mais comme il fallait de nouveaux travailleurs pour les plantations et pour les îles Chincha, ils ont fait appel aux coolies. Les coolies, c'est les Chinois du sud du pays qui fuyaient là-bas la misère, des crises climatiques fortes, la famine, et qui ont été engagés sur contrat, c'est-à-dire ils signaient quand même un contrat d'engagement, on leur faisait la promesse d'un salaire et d'un retour, mais les conditions de transport étaient épouvantables et ressemblaient beaucoup parfois à la traite négrière. On sait que 10% des coolies qui sont allés travailler au Pérou sont morts durant la traversée. Donc c'est une nouvelle migration qui a été comparable à la traite atlantique des esclaves africains. Au total, de 1847 à 1872, ce sont près de 92 000 coolies chinois qui sont venus travailler au Pérou. Les plus malheureux finissaient aux îles Chincha, tandis que les autres travaillaient plutôt sur les plantations, sur les continents. Les îles Chincha sont vraiment
ont vraiment la réputation d'un enfer sur Terre. La deuxième histoire de notre mise en scène, ici du chapitre mise en scène, va porter donc sur les fameux négriers qui ont circulé en Polynésie à cette époque-là pour recruter de nouveaux travailleurs. J'ai extrait cette planche ici d'une bande dessinée qui est sortie sur l'île de Pâques, sur l'exploitation des travailleurs de l'île de Pâques, où on voit deux entrepreneurs qui, face à la grande montagne de guano, se disent que ils font profiter. Le guano est l'extrait le plus utilisé, l'engrais le plus utilisé au monde, et on est le seul à avoir ça, dit l'un d'entre eux. Il faut profiter de l'opportunité. Malheureusement, il manque de bras, et en 1862, des entrepreneurs aventuriers convainquent le gouvernement péruvien de se rendre dans les îles océaniennes pour recruter cette main-d'œuvre. Sans foi ni loi, ces entrepreneurs vont ouvrir une période dévastatrice pour ces îles océaniennes. Plus de 50 vont être touchés ici, et notamment pour l'île de Pâques, qui est la plus proche du Pérou. En 1862, dès la fin de l'année, ce commerce commence en septembre 1862, dès décembre 1862, le commissaire français à Tahiti est au courant des agissements de ces bateaux-là dans les archipels polynésiens, notamment au Tuamotu. Ici, on a une lettre qui est très intéressante et qui a été publiée dans le journal local qui s'appelle Le Messager de Tahiti, où on voit que le commissaire s'adresse, et la reine Pomaré, s'adresse directement donc au grand chef des îles Tuamotu en disant « J'apprends à l'instant que des bâtiments étrangers parcourent vos îles et, se servant d'argent pris parmi quelques résidents, embauchent des naturels au moyen de promesses fallacieuses. Savez-vous ce qui attend ces malheureux? C'est l'esclavage. » Et à la fin du texte, il demande également « En attendant que j'ai plus de renseignements sur ce qui se passe, j'expédie l'aviso à vapeur, le Latouche-Tréville, dans vos îles, à la poursuite des pirates. Aidez le capitaine de ce navire à les capturer, afin que la justice, punition de leurs crimes, puisse leur être infligée. » Cette lettre date du 21 novembre 1862. Un mois plus tard, le Latouche-Tréville arraisonne un de ces navires négriers qui s'appelle le Mercedes, et celui-ci est ramené à Tahiti. À la même époque, on sait qu'aux Marquises, des navires ont capturé donc des Marquisiens, et bien sûr, ici, des Pomotu également, des habitants des Tuamotu ont été capturés à cette époque-là. Le Latouche-Tréville donc capture le Mercedes et le ramène à Tahiti pour le procès. Mais comment se passait cette capture d'esclaves? Il faut savoir que les chiffres globaux étudiés par l'historien Henry Maud, qui a écrit un livre en anglais qui est très célèbre et qui fait le point sur la situation qui s'appelle Slaver in Paradise, alors lui, il a répertorié tous ces voyages. Il y en a eu 37 au total, pour à peu près autant de navires qui ont mené des expéditions, sur un temps très court, même pas une année, entre septembre 1842 et avril 1843, et on estime qu'il y a à peu près 3600 Polynésiens qui ont été embarqués dans ces bateaux pour aller travailler au Pérou. Bien sûr, on parle de traite négrière, on la compare à la traite négrière, mais ça n'a pas du tout l'ampleur de la traite atlantique. Néanmoins, le bilan est particulièrement terrible pour des îles peu habitées et déjà touchées par les épidémies, des îles du Pacifique. Il faut savoir que parfois, c'était plus de la moitié de la population qui pouvait être raflée, et avec les maladies, on pouvait avoir une quasi-disparition totale de la population dans certaines îles du Pacifique. Donc, cet esclavage a eu des conséquences très très fortes pour les îles océaniennes. Alors comment étaient-ils recrutés? Ici vous voyez un tiers à peu près sur cette image reconstituée, parce qu'on a très peu de documents iconographiques du moins, qui nous documentent, qui nous permettent de nous renseigner sur cette époque-là. On a beaucoup de textes mais assez peu d'images. Donc ici Henry Maud, il a utilisé une reconstitution sur la couverture de son livre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un embarquement forcé, fait par les armes, avec le navire qui attend au fond, et c'est toutes les familles qui sont obligés d'embarquer ici à bord du navire. Un tiers à peu près des 3600 ont été recrutés de force. Un autre tiers a été recruté par la ruse. Alors tout simplement, on invitait les habitants des îles sur le bateau pour le faire visiter, etc. Et puis une fois qu'il s'est arrivé sur le bateau, on le capturait.
Alors, cette image-ci, une des rares qui documente ce phénomène-là, c'est pas un équipage péruvien, c'est plutôt le même phénomène s'est reproduit aussi à l'ouest de l'Atlantique avec des navires australiens, néo-zélandais ici, et on est plutôt en Mélanésie ici, des habitants des îles de Mélanésie qui sont embarqués de force. Mais cette image est assez intéressante parce qu'elle nous montre à quoi ressemblaient ces navires-là. Et on voit bien notamment qu'ils étaient enfermés dans les cales et qu'ils étaient barricadés. Les témoignages de l'époque également parlent de grilles qui ferment les navires. Donc ce sont bien des navires prisons qui parcourent le Pacifique à cette époque-là et la Polynésie pour recruter donc des engagés, alors qui devaient signer un contrat, mais qui était floué par ce contrat, et puis certains ne savaient ni lire ni écrire, et tout simplement, ils remplissaient le contrat sans bien réellement comprendre ce qui les attendait. En mars 1863, s'ouvre le procès du navire Mercedes à Papeete. C'est un procès, à mon sens, assez exemplaire, et lors de ce procès, le pilote, qui s'appelle Riley, témoigne, et son témoignage est vraiment intéressant parce qu'il va montrer deux choses. Il montre d'une part que les Polynésiens capturés étaient destinés à travailler aux îles Chincha. Et deuxièmement, il montre bien que le capitaine était prêt à tout pour capturer ces différents esclaves, on peut dire le terme, à bord du navire. Alors ce témoignage est vraiment aussi intéressant parce que Riley va décrire durant le procès les conditions de vie sur les îles Chincha, où il a travaillé en tant que cuisinier. Donc ici, il parle de la vie des Chinois engagés qui travaillaient à raison de 5 piastres par mois et qui reçoivent juste un peu de riz pour nourriture. Il raconte ensuite « J'ai tenu un restaurant à Chincha pendant 1 année. C'est un affreux travail que celui du guano. On enterrait les Chinois et quelquefois, on les déterrait 8 à 10 jours après quand on voulait travailler à l'endroit où leur corps avait été déposé. On leur donnait toujours à manger du riz de la qualité la plus mauvaise. J'ai pu me rendre compte de cela de mes propres yeux. Ils sont maltraités, absolument comme des esclaves. » Le président du tribunal interroge « N'y a-t-il pas un représentant du gouvernement péruvien aux îles Chincha? Il y a un gouverneur dans l'île. Je ne sais pas s'il cherche à empêcher les mauvais traitements dont je viens de parler. Je ne sais même pas s'il a le droit de les empêcher. Ce dont je suis sûr, c'est que les choses se passent ainsi que je viens de le dire. Quelles sont les punitions que l'on inflige à ces travailleurs? On leur donne le fouet. On les met au fer, aux pieds et au cou. » Le président demande alors au traducteur de traduire ses propos aux Indiens des Tuamotu qui sont présents ici, et donc qui étaient les principales victimes ici embarquées sur le Mercedes. Le traducteur le fait, et pour terminer, dans cet article qui est paru dans le Messager de Tahiti, témoigne du profond sentiment de stupeur chez les Indiens qui, bien sûr, ne se doutaient pas de ce qui les attendait au bout du voyage. Au final, le verdict du procès condamne le capitaine Unibaso à 5 ans de prison, et son second, Licknap, à 10 ans, plus des amendes très fortes pour la compagnie, puisqu'il a été avéré que la compagnie avait armé un navire qui allait se transformer en prison. Au même moment, en mars 1863, sous la pression internationale, le Pérou abolit le trafic d'esclaves océaniens. Mais l'abandon brutal fut un remède aussi dur et injuste que le mal. Les derniers arrivés, les derniers navires qui amènent les Océaniens, eh bien tout simplement les déposent dans les vastes entrepôts de Callao. Or, au même moment, une forte épidémie de variole, venue des États-Unis par les navires baleiniers, se répand au Pérou. Alors forcément, ces Océaniens entreposés, entassés ici dans les entrepôts, vont devenir malades et la contagion gagne les Océaniens. Dans le même temps, le gouvernement péruvien décide de renvoyer tous les survivants océaniens dans leurs îles, avec leurs microbes. Et là, ça devient la double peine pour les îles. Je prends 2 exemples. On a des Marquisiens qui retournent à Nukuiva, rapportant la variole. Le bilan estimé est de 1000 morts. De la même chose, dans l'autre île importante du groupe nord des Marquises, à Wapo, on estime qu'il y a eu 800 morts. Le sort est encore plus cruel pour l'île de Rapa aux Australes, parce que les habitants là-bas ont capturé un navire négrier qui s'appelle le Cora, ils l'ont amené à Tahiti pour qu'il soit jugé, mais quand des malades vont revenir sur leurs îles, rapportées par les Péruviens, l'épidémie au total va faire disparaître les 3/4 des habitants, un sort particulièrement cruel. Enfin, que dire de l'île de Pâques? L'île de Pâques comptait
à peu près 7000 habitants au début du 19e siècle. Avec les différentes traites et les épidémies qui ont eu lieu, on estime qu'à la fin du 19e siècle, c'est quelques centaines d'habitants qui survivent dans l'île de Pâques. Alors ainsi se clôt ce chapitre des navires négriers qui ont écumé la Polynésie et qui ont apporté leur lot de tragédies importantes pour les peuples qui y vivaient. Dans la partie, le focus du jour va être consacré à l'expansion américaine dans le Pacifique, qui est due tout simplement à la course et au boom du guano. C'est un épisode qui est peu connu de l'histoire américaine. Et son détonateur, donc, a été notre fameux, je dirais plutôt, notre fumeux guano. Ça va nous permettre également de faire une mise au point géopolitique sur la présence américaine dans le Pacifique. Cette présence américaine dans le Pacifique, elle est très forte dès le début du 19e siècle. Dans le premier épisode de notre série, on a vu comment les baleiniers étaient omniprésents dès le 19e siècle dans l'océan Pacifique. Le Commodore Porter, d'ailleurs, en 1813, avait fait une première tentative d'annexion de Nuku'iva aux Marquises en 1813, qui n'a pas duré très longtemps. Mais on sait également que des marchands, des commerçants et des baleiniers américains sont présents massivement dans l'archipel de Hawaï ou encore à Tahiti. Le document qui est ici, que je vous présente ici, c'est le Guano Act de 1856. Alors que dit ce Guano Act ? Eh bien, tout simplement, il prend la défense de tout Américain ayant découvert des îles à guano. Vous avez des dépôts de guano. Et ça va ouvrir la voie à un vrai rush, des expéditions pour découvrir dans le Pacifique des îles ou des îlots qui contiennent du guano, tels que nos îles Chincha. Au total, avec l'aide des baleiniers notamment, parce que les baleiniers ont écumé l'océan Pacifique et ont pu guider un petit peu ces recherches. D'ailleurs, de nombreux îlots du Pacifique ont été nommés par les Américains. Ce sont plus de 60 îles du Pacifique qui vont être appropriées par les Américains, et plus tard même 40 îles des Caraïbes également qui vont devenir possession américaine. Toutes vont être exploitées pour le guano. Alors parfois c'est décevant parce que le guano n'est pas aussi bon que celui des îles Chincha, mais au final il en reste un certain nombre qui sont encore aujourd'hui des îles américaines. Alors je vous en présente ici quelques-unes, ici représentées en blanc. Alors toutes les îles que vous avez ici en blanc, Johnston, Kingman, Palmyra, Jarvis, ou Hollande, sont des îles à guano qui ont été exploitées par les Américains et qui sont encore aujourd'hui des possessions américaines. Vous avez également une autre île qui est très intéressante, qui est au bout de l'archipel de Hawaï. Alors l'archipel de Hawaï est ici. Ici, c'est l'île de Midway. Alors Midway va être exploité tant pour son guano que pour sa position stratégique. Car comme vous le remarquez, Midway est à mi-chemin entre les États-Unis et puis l'Asie, la Chine et le Japon notamment. D'où son nom, nom donné par les Américains, de Midway, qui veut dire juste mi-chemin. Et Midway est également célèbre, puisqu'en juin 1942 aura lieu une des plus grandes batailles aéronavales de la Seconde Guerre mondiale, une victoire américaine contre les Japonais, qui veut commencer à basculer ici le rapport de force dans le Pacifique durant cette guerre-là. L'île de Wake Island, que vous avez là, a un sort différent. Elle a été conquise par les Américains en 1898, tout simplement pour servir de relais, un premier relais au premier câble transpacifique qui va traverser l'océan Pacifique à cette époque-là, Wake Island. Enfin, vous avez ici un certain nombre d'îles qui aujourd'hui sont proches notamment de l'archipel des Kiribati. On remarque que les Américains ont surtout colonisé la partie nord du Pacifique, au-delà donc dans la partie nord de l'équateur, sauf ici Jarvis Island. Ici. Toutes ces îles aujourd'hui sont des îles qui sont sanctuarisées. On les appelle des îles mineures éloignées des États-Unis. Elles sont non incorporées et non organisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement. D'ailleurs, la plupart, il n'y a pas d'habitants, tout simplement, sur ces îles qui sont isolées. Je vous en présente une ici, un paysage à quoi ça peut ressembler. Vous avez ici Jarvis Island. Alors qu'est-ce qui reste de Jarvis Island ? Pas grand-chose. Au fond, vous avez encore un tas de guano qui a été abandonné, non exploité, quand l'île a été abandonnée rapidement dans les années 1870. Et ici, au sol, vous avez les restes, tout simplement des rails, puisque vous avez aussi des wagonnets qui permettaient d'apporter le guano au bord du récif, tout simplement pour le chargement dans des barques. Ce sont des îlots qui sont très petits, des îlots ou atolls d'ailleurs, qui sont relativement petits à cette époque-là. Depuis 1974, ces îles sont donc classées et protégées. Et elles forment aujourd'hui la plus grande réserve naturelle
au monde, ce qu'on appelle, c'est marqué sur la carte aussi, The Pacific Remote Island Marine National Monument. Barack Obama a adjoint à ces îles-là donc tout l'archipel des Hawaï, et aujourd'hui ça forme une zone qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés et le plus grand espace naturel protégé au monde pour la reproduction, pour les plantes bien sûr, mais aussi pour les poissons, une zone de reproduction qui est vraiment très très importante. Et surtout, cet héritage-là de la quête du guano, elle explique pourquoi aujourd'hui encore les États-Unis ont la première ZEE au monde. La ZEE, c'est la zone économique exclusive, c'est-à-dire le plus grand territoire maritime au monde. Et elle montre comment, donc, au XIXe siècle, la puissance américaine s'est affirmée par l'extension sur l'océan Pacifique. Alors, dans la pasta box, je vous propose tout simplement d'égoutter l'histoire qui relie dans cet épisode le monde pacifique aux grandes évolutions du XIXe siècle, à travers quelques mots importants qui vont mettre en relief vraiment l'apport du guano dans les grandes mutations du XIXe siècle. Alors quelles sont ces mutations ? Elles sont bien sûr agricoles, puisque le guano a été un engrais extrêmement efficace qui a permis l'explosion des rendements agricoles et forcément lié à cela, vous avez aussi au XIXe siècle la population qui augmente considérablement à cette époque-là. Pourtant, il faut minimiser un petit peu le rôle du guano. On estime que seulement, par exemple, un quart des paysans anglais en utilisaient entre 1840 et 1879. Alors quel est vraiment le changement introduit par le guano ? En fait, c'est plutôt la quête d'intrants et d'engrais pour améliorer l'agriculture. C'est ça que le guano va faire. Et à la fin du siècle, avec l'émergence des produits pétroliers, on a le développement considérable des engrais chimiques qui permet d'introduire ce qu'on appelle la révolution verte et un vrai changement de régime environnemental pour l'agriculture. Donc, cette mutation entraîne bien sûr donc, la croissance agricole, mais je dirais aussi la croissance démographique. La population de l'Europe, elle triple au long du XIXe siècle. Du coup aussi, les bras se libèrent. Les bras qui travaillaient dans les champs vont pouvoir rejoindre les villes et nourrir aussi la révolution industrielle du XIXe siècle. C'est le rôle aussi de la chimie qui est important dans ce XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, c'est la naissance un petit peu de la chimie comme discipline constituée. Ce rôle va s'affirmer tout au long du XIXe siècle, et notamment grâce à travers cette révolution agricole et la quête du guano. Et la chimie va devenir de plus en plus importante au XIXe siècle, comme aussi une science apte à transformer le monde. Troisième mot qui peut résumer cette histoire, c'est bien sûr le terme de catastrophe. On a vu que l'histoire du guano n'a pas été sans conséquence pour les populations océaniennes, mais pas seulement. Avec l'échange colombien, on a bien sûr les microbes qui circulent d'un continent à l'autre, et notamment la variole ici, dont je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elle avait fait des ravages terribles à la fois au Pérou, mais aussi dans les îles océaniennes, et d'autres maladies également. Mais on attribue également l'origine de la famine en Irlande, qui commence autour de 1850 en Irlande, qui a fait plus d'1 million de morts, qui a été une famine terrible, qui est due au mildiou, le mildiou qui a atteint la pomme de terre, qui était une monoculture en Irlande qui servait de base à l'alimentation. Eh bien, on suppose que ce mildiou a été transporté dans des sacs de guano venant des îles Chincha et du Pérou. Enfin, cet épisode montre aussi l'esprit d'impérialisme qui nourrissait pas seulement les Européens, mais on a vu aussi les Américains et de nombreux conflits et de guerres qui ont entraîné cette quête du guano, mais aussi des nouvelles ressources comme le phosphate et les nitrates à cette époque-là. C'est vraiment une vision impérialiste qui s'impose dans l'océan Pacifique à cause du commerce au XIXe siècle. Et pour terminer, je ne pouvais pas manquer de vous signaler, bien sûr, que cet épisode a mis un certain nombre de populations réellement dans la merde. En tout cas, j'espère qu'à travers cet épisode, vous verrez dorénavant différemment, vous porterez un autre regard sur le caca d'oiseau qui finit sur votre capot. Et moi, je vous donne rendez-vous tout simplement pour le prochain épisode de Égoutter l'histoire, le chapitre 3, qui sera consacré cette fois-ci au commerce, aux plantations, au développement de Tahiti au XIXe siècle. Je vous dis à la prochaine.